Bon, d'abord, la spéculation a plusieurs instruments. Et sans entrer dans les détails techniques, j'aimerais illustrer ce qui s'est passé dans la crise asiatique en 97, qui a mené en fait à l'effondrement des devises de plusieurs pays, et des pays qu'on catégorisait comme étant les tigres asiatiques, comme ayant une économie performante, etc. Il y a eu différents facteurs dans cette crise, mais je pense qu'un des éléments fondamentaux était la déréglementation préalable du marché des changes. Dans certains cas, cette déréglementation elle a été imposée ou voire même elle a été recommandée par le Fonds monétaire international. Maintenant, les spéculateurs, en fait, se sont emparés des réserves des banques centrales par un mécanisme qui est le suivant. Ils ont spéculé contre les devises nationales par ce qu'on appelle le short selling. Mais alors, mettons, je veux faire le short selling du won coréen. Alors, je commence à vendre des quantités énormes de won coréens qui sont livrables à une date future. C'est des contrats de 3 ou de 6 mois. C'est-à-dire qu'à l'échéance du contrat, je vais devoir livrer des quantités énormes de won coréens ou de baht thaïlandais. Mais je ne les possède pas. Alors, je peux en vendre autant que je veux, OK? Je veux vendre par milliards et milliards de dollars des won coréens. Qui est-ce qui rachète les won coréens? Eh bien, la Banque centrale de Corée, qui est tenue, selon les accords avec le Fonds monétaire international, de soutenir sa monnaie. Mais techniquement, ce qui s'est passé, c'est que lorsque la monnaie coréenne a chuté, quelques mois plus tard, les contrats de short selling viennent à échéance, et c'est à ce moment-là qu'il y a une appropriation des réserves de cette banque centrale, parce que la monnaie nationale ne vaut plus rien, et les spéculateurs n'ont qu'à racheter les won coréens sur le marché spot. Et ensuite, ils remboursent, ils remplissent les termes de leur contrat. Alors, la Banque centrale est en train de racheter sa propre monnaie, ce qui n'est pas très rentable, et en échange, ces réserves sont confisquées et vont dans les poches des grandes banques occidentales. C'est ça le mécanisme. Maintenant, les réserves sont mises à sac,
Et ceci veut dire que la Corée maintenant doit aller auprès du Fonds monétaire international et leur demander nos réserves sont à sac, on ne peut pas fonctionner sans réserve, on doit rembourser, en fait cet argent n'est même pas encore acheminé vers les créanciers, on doit rembourser les créanciers qui sont les spéculateurs. Alors que se passe-t-il? Lorsque le Fonds monétaire international octroie un prêt de l'ordre de 56 milliards de dollars, il y a la participation d'un certain nombre de pays, dont en fait, il y avait 24 pays, parce que ça requiert des sommes absolument énormes. Alors, c'est le Trésor américain, c'est le Trésor canadien, c'est les principaux gouvernements occidentaux. Mais alors, pour que le Trésor américain ou le Trésor canadien ou d'un autre pays occidental émette un prêt de l'ordre de 56 milliards, il faudra qu'ils augmentent leur niveau de dette. Et ça veut dire qu'il faut qu'ils commencent à vendre et qu'ils commencent à transiger leur dette sur les places boursières. Donc, c'est le marché de la dette. Et qui contrôle le marché de la dette souveraine des pays occidentaux? Ces mêmes banques qui sont les spéculateurs. Alors, vous avez une espèce de circuit ici. On attaque la Corée, on vient à sa rescousse, on confisque ses réserves, on lui prête de l'argent à même les fonds publics des différents gouvernements occidentaux, et pour augmenter l'endettement des pays occidentaux, il faut l'aval de ces banques, des secteurs bancaires privés, qui sont les underwriters de la dette des pays. Donc, en fin de compte, tout le monde s'endette, sauf bien sûr les spéculateurs, qui sont les créanciers de la Corée, mais également les créanciers des gouvernements occidentaux qui viennent à la rescousse de la Corée par l'entremise du programme du FMI. Et alors, qu'est-ce qui se passe? L'économie coréenne est vouée à la banqueroute. Ses actifs bancaires et son industrie de haute technologie sont vendus à rabais. Et en fait, ce qui est en train de se réaliser, c'est le transfert de toute la richesse industrielle de ce pays vers des investisseurs étrangers américains, à tel point qu'en fin de compte, ces actifs sont pratiquement pris en charge pour des sommes absolument dérisoires. Je vous donnerai un exemple d'une des principales banques coréennes qui a été restructurée sur les recommandations du Fonds monétaire international suite à cette opération, parce qu'il y avait des conditions rattachées à ça. Eh bien, cette banque a été vendue pour 450 millions de dollars, c'est Korea First Bank. Elle a été vendue à des investisseurs de Californie et de Texas pour 450 millions de dollars. Mais une des conditions de cette vente, c'est que le gouvernement coréen finance les mauvaises dettes de cette banque par des octrois, par des subventions qui sont 35 fois le prix d'achat, c'est-à-dire de l'ordre de plus de 15 milliards de dollars. Alors, ces investisseurs américains arrivent en Corée et du jour au lendemain, ils obtiennent contrôle sur tout l'appareil financier local, les banques commerciales, et en même temps, ils détiennent les dettes des grandes sociétés coréennes comme Hyundai ou Daewoo, etc. Et ils sont en mesure de dicter la fracture de ces grandes sociétés. On sait que Daewoo maintenant a été vendu à General Motors, ou une partie. On sait que d'autres sociétés coréennes vont être vendues. Et alors, par un mécanisme qui, au point de départ, était basé sur la manipulation des marchés financiers, on prend possession d'une économie dans son ensemble.